Africa 7 sur le Media Group. Vous nous suivez sur la 90.7 et nous nous rendons à Saint-Louis du Sénégal, au nord-ouest du pays. La rentrée académique initialement prévue ce mercredi, ou mercredi prochain, donc à l'université Gaston Berger, a finalement été reportée au 9 octobre pour prévenir les risques de propagation de la fièvre de la vallée du Rift dans la région. À ce jour, 40 cas, dont 8 décès, ont été confirmés, notamment par le directeur régional de la santé à Saint-Louis et les services de communication de la direction régionale de la santé. Face aux cas de fièvre de la vallée du Rift signalé, le chef de l'État, hier, en Conseil des ministres, a instruit le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique à mobiliser, en relation avec les ministères concernés, l'ensemble des dispositifs de prévention et de prise en charge des épidémies dans toutes les localités du Sénégal, notamment à l'intérieur et aux alentours des zones impactées. Il a particulièrement insisté sur l'urgence d'engager sans délai une campagne intense de sensibilisation des populations et des communautés sur les actions de prévention de l'épidémie, une campagne qui a déjà même démarré à travers les réseaux sociaux, entre autres depuis quelques jours. En outre, abordant le point relatif à la célébration d'Octobre Rose, oui, nous y sommes, il a instruit, lui, le président de la République, le gouvernement, dans le cadre de la lutte contre le cancer du sein, de prendre les mesures nécessaires pour sensibiliser sur le dépistage précoce et assurer la prise en charge efficace des patientes. Nous sommes donc à quelques jours de la rentrée des classes et des établissements à Thiès font aujourd'hui face à d'énormes difficultés et surtout liées à des bâtiments vétustes qui menacent même de s'effondrer, mais aussi des projets de construction qui sont aujourd'hui à l'arrêt, selon les parents d'élèves qui lancent un appel pressant aux autorités. Motif de cette colère, la situation critique, par exemple, du lycée Medina Fall, du CM Ersan et celui du lycée Djibril Diaw, qui ont des effectifs dépassant 90 élèves par classe. Une urgence éducative et sécuritaire que les parents dénoncent. C'est une correspondance à Thiès de Adja Aminata Faye. Il y avait un aspect extrêmement important que nous ne pouvions pas régler au niveau local. C'était une proposition fortement sortie de cet atelier, c'était la construction d'un lycée moderne. Parce que le lycée de Medina Fall, créé en 2004, était un collège. Et aujourd'hui, le lycée compte 2548 élèves. Les conditions, les nombres de salles de classe et la situation qui prévaut à l'école est extrêmement difficile, au point que cela se fait ressentir de façon très significative sur la qualité des enseignements-apprentissages. C'est pourquoi, lorsque nous avons essayé de rencontrer l'autorité en charge de l'éducation, à savoir le ministre de l'Éducation, nous lui avons soumis le référendum et il a ordonné la construction d'un lycée à Medina Fall, au SEM, au quartier Ersan et la réhabilitation du SEM Djibril Diaw. N'oublions pas que dans ce projet financé par l'Agence française de développement, en collaboration avec l'ADEME, Agence pour le développement de l'éducation, de l'enseignement moyen secondaire au Sénégal, il y a aussi la construction du lycée de Pire. La construction du lycée de Pire figure bel et bien dans ce projet-là. Et le SEM de Nguerho. Alors, depuis lors, on nous avait annoncé que les constructions allaient démarrer en début 2024. Nous avons reçu plusieurs commissions, plusieurs réunions ont été tenues au niveau de l'IA. Des missions sont venues sur le site ici pour faire l'étude pédologique. Ils ont fait le bornage du site et toutes les informations leur ont été fournies. Ce site qui appartenait à l'ancienne régie des chemins de fer du Sénégal, qui est maintenant un site qui appartient au domaine de l'État, a été attribué à la communauté de Medina Fall. Nous avons par devers nous le titre foncier dans lequel le site est attribué pour la construction d'un lycée au quartier Medina Fall. C'est dire que donc tous les papiers afférents à ce terrain sont par devers nous. Plusieurs missions du ministère, comme je l'ai dit, sont déjà passées. Voilà donc pour ce qui concerne la situation à Thiès, nous y reviendrons avec notre correspondance sur place, mais cette fois-ci dans le cadre d'un reportage. Il n'y a pas eu de détournement au QSEMS, mais plutôt un décaissement. Nous parlons toujours éducation, mais cette fois-ci sur le plan syndical, avec une affirmation de Nongosar qui affirme que le syndicat est en crise interne depuis déjà 2 mois à cause du secrétaire général national. En tout cas, c'est lui qui est pointé du doigt face à cette situation. Nongosar maintient avoir fait un décaissement à la banque pour régler notamment les factures d'eau, l'électricité et les salaires, des accusations à son encontre et qu'il essaie de balayer d'un revers de main. Nongosar du QSEMS au micro de Sornan Dramé. On a le trésorier général national
qui depuis quasiment près de 2 mois pose des actes dont le mobile est de bloquer le fonctionnement du syndicat. Ce qu'il a fait a eu pour conséquence qu'au niveau du siège, les factures ne pouvaient plus être payées. On a eu des coupures d'eau, d'électricité. On est resté 2 mois donc sans. Il s'ajoute qu'à la fin du mois d'août, le personnel ne pouvait pas du tout être. Nous avons pris nos responsabilités, d'autant plus que les textes du syndicat nous disent que c'est nous qui sommes les gardes du fonctionnement normal des instances. Ça, ce sont nos textes qui le disent. J'ai changé le délégataire de signature, c'est-à-dire le trésorier. Je l'ai remplacé par son adjoint. Et nous avons fait un chèque pour retirer la somme de 25 millions, de 30 millions autant pour moi. 25 millions budgétisés lors du conseil syndical de janvier et qui étaient destinés à l'organisation du congrès du CUSEMS. Et 5 millions pour le fonctionnement normal du siège. Je rappelle que chaque fin du mois, nous libérons un chèque pour payer les salaires, pour régler les factures et de menues dépenses que nous faisons ici, pour payer les indemnités de suggestion. Donc c'est de ça qu'il s'agit et de bien d'autres, encore une fois de plus. Et puis, le cadre unitaire syndical des enseignants du moyen secondaire a tenu son 4e congrès ordinaire. Aliou Diouf, qui était le trésorier général national, devient le nouveau secrétaire général national du CUSEMS. Il a été élu à 170 voix contre Amadouba, qui n'a obtenu qu'un seul vote. Ainsi, sur les 264 délégués appelés à voter, seuls 171 ont fait le déplacement et ont donc effectivement voté. Aliou Diouf va remplacer Ndongo Sarr, justement, que vous venez d'entendre, pour les 3 prochaines années à la tête du CUSEMS. Projet d'amélioration de l'apprentissage des mathématiques à l'élémentaire. Les résultats sont jugés satisfaisants à Ziguinchor, c'est dans le sud du Sénégal. L'inspecteur de l'éducation, en prélude à l'ouverture des classes, s'engage pour l'amélioration de l'enseignement et de l'apprentissage des mathématiques à l'élémentaire. Ibrahim Khalil Sakho, il s'appelle. Ses propos sont recueillis par Moussa Ndao, correspondant. C'est un projet que nous sommes à l'an 2, qu'on a commencé à Ziguinchor depuis l'année dernière. Et les résultats sont vraiment satisfaisants. Et le projet a décidé de de continuer à nous accompagner. Et d'ailleurs, actuellement, il y a une rencontre nationale qui se tient par rapport à la pérennisation du projet. J'ai des collègues à Dakar, j'ai envoyé un adjoint pour me représenter. Je crois qu'il va me revenir. Bien. Et la principale leçon, en tout cas la principale instruction que nous avons donnée ici, et l'appel que nous avons lancé, c'est à l'endroit des collectivités territoriales que les maires s'engagent. Bien qu'ils s'engagent, ce CDD, c'est une préparation de ce qu'on a appelé les forums, les forats communautaires. Et que les maires vont s'engager à organiser ces forats-là. Et une fois ces forats organisés, il y a des différentes familles d'acteurs qui vont s'engager, notamment les maires, l'IF que je suis, bien les unions de CGE, les CGE, les directeurs d'école et les enseignants. Et chaque famille d'acteurs va respecter son engagement pour le bien-être des élèves, surtout pour vraiment engranger des bons résultats en matière d'enseignement et d'apprentissage des mathématiques à l'élémentaire. Nous restons dans le sud du Sénégal. Bientôt, Ziguinchor va abriter un nouveau lycée Armée Nation pour la qualité et l'équité, l'INAC. La commune d'Adéane est disposée à céder 10 hectares de terre pour accompagner l'initiative aux côtés de l'État central et des acteurs de l'éducation. Le maire appelle la population et les acteurs de l'éducation à garantir aux enfants un meilleur accès à la réussite scolaire. Souleymane Gomis est le 2e adjoint au maire de la commune d'Adéane. Propos recueillis par Moussa Ndao. L'apprentissage des mathématiques à l'école primaire, je pense que nous, c'est une très bonne chose. Ce qui fait que concernant la commune d'Adéane où nous sommes, et je pense aussi concernant les autres communes aussi, les maires vont s'y mettre. Ils vont rester à l'écoute des autorités de l'éducation qui vont vraiment aussi donner des directives et que nous allons suivre afin que nos enfants puissent vraiment aussi très tôt être dans le bain, très tôt apprendre les mathématiques surtout. Donc je pense que nous allons vraiment adhérer à cela et puis je pense qu'il n'y aura pas de problème. Pour le LINAC, nous savons que pour le développement d'une communauté ou aussi d'un pays aussi, chaque fois quand quelque chose vient de l'État et puis nous savons que nous avons vraiment des terres disponibles et du coup quand on a reçu cette proposition, on n'a pas hésité. Ce qu'on a eu à faire d'abord, on a d'abord convoqué le bureau municipal, on a statué sur ça, on a appelé tous les chefs de village de la commune et on a fait une table ronde, on a essayé de discuter et on a fait un choix et ça n'a pas posé de problème, mais on a aussi discuté avec la population concernée et les gens ont vraiment adhéré et je pense que les 10 hectares, on a déjà fait une délibération sur ça et puis c'est un site qui est accessible et aussi
le site aussi, comme la population a accepté, c'est plus facile parce que la population va adhérer au projet. Donc ça c'est plus facile. Quand on a un projet et que le maire peut décider d'implantation d'un projet au niveau de la commune, mais si la population n'adhère pas, ça cause problème. Cause pour laquelle j'en ai dit à l'inspecteur et aussi aux autorités présentes aujourd'hui que franchement, concernant Adiane, on est vraiment prêts à acquérir l'INAC au niveau de la commune d'Adiane. Vous écoutez le journal. Et nous nous rendons à Rufisque. Plus d'une quarantaine de maisons du quartier Santiala Extension menacées de démolition. Les habitants accusent une famille héritière de vouloir récupérer le site qu'ils occupent depuis plus de 20 ans. Ce mercredi, ils sont même sortis massivement pour exprimer leur colère et demander l'arbitrage des autorités. Le compte-rendu de cette mobilisation avec notre correspondant dans la zone, Biram Kharindao. C'est dans cette atmosphère marquée par la tension que les habitants du quartier Santiala Extension à Rufisque Nord se sont mobilisés en grand nombre. Leur mot d'ordre est clair, refuser toute démolition de leur maison, bâtie, disent-ils, à la sueur de leur front. Dénoncer jusqu'à la dernière énergie les agissements d'une famille en procédant à des démolitions de maisons, plus d'une vingtaine d'années réalisées pour eux et pour leur progéniture des habitations. Les populations risquent de voir des gens réclamer leurs parcelles de maisons pour cause un échange effectué du temps de Ablaye Wade portant sur 1 hectare. Ces parcelles déjà habitées depuis plus de 20 ans, dont les pères de famille se voient notifier des mises en demeure pour démolition. Ce litige foncier n'est pas nouveau. Voilà près de 10 ans que ces familles affirment vivre sous la menace constante de déguerpissement. En 2021, on a reçu une démolition, un lotissement de 1 hectare 53 arts qui constitue 44 parcelles. Aujourd'hui, il y a une famille Mbengen qui a pu démolir une maison. Aujourd'hui, une autre famille, Cissé, qui envisage de démolir 44 parcelles. Demain, il y aura une autre famille. Donc aujourd'hui, il y a ce Rufisque qui est là. C'est Rufisque qui s'est réveillé. Aujourd'hui, la colère monte d'un cran. Les habitants appellent à l'intervention des plus hautes autorités du pays pour mettre un terme à cette situation. Nous alertons l'opinion nationale et internationale, les autorités du pays, que la population de Santiala ne se laisse pas faire. Nous demandons à nos autorités de prendre leurs responsabilités afin d'éviter un drame social. Et le ton est ferme. Les populations de Santiala Extension assurent qu'elles n'accepteront plus aucune démolition et promettent de maintenir la pression jusqu'à la résolution définitive du différend foncier. Nous parlons politique dans ce journal avec le Parti démocratique sénégalais qui invite l'État du Sénégal à trouver des solutions urgentes contre les inondations à Touba, notamment. Les libéraux, face à la presse hier, ont dénoncé la politique fiscale du nouveau gouvernement et sonnent la mobilisation pour préserver les acquis démocratiques. C'est un compte-rendu de Khalifa Babacar Fall. Face à la presse, le Parti démocratique sénégalais se lave à grande eau et éclabousse le gouvernement d'Ousmane Sonko. Selon Bassirou Diawara, le président Wade a laissé dans les caisses de l'État des financements sans commune mesure qui a impacté positivement dans la situation macroéconomique du Sénégal. Le PDS dénonce une incohérence dans la politique fiscale de l'État. Une fiscalité étouffante et un pouvoir d'achat en chute libre. La taxation du consommateur combinée à l'inflation galopante a atteint un seuil critique. Le PDS dénonce à ce niveau-là une politique fiscale asphyxiante, sans équité, ni effet de redistributif qui détruit le tissu économique national au lieu de le renforcer. Les libéraux avancent que le PDS a laissé également un héritage immaculé dans les secteurs de la justice et de la société. Le parent pauvre dans le gouvernement, il invite l'État du Sénégal à s'inspirer du PDS pour soulager la population des inondations. Le PDS interpelle le gouvernement sur l'urgence de mettre en place un fonds spécial de lutte contre les inondations, un programme structuré de prévention et de résilience et un oubli des fonds mobilisés depuis 2009 afin d'évaluer leur efficacité. Nous rappelons que le régime libéral, confronté à des inondations majeures en 2009, avait élaboré une stratégie originale et intégrée. Le PDS, face à la presse, a mis à nu certaines carences du nouveau gouvernement. Avant de proposer des pistes de solutions, le parti s'engage à la mobilisation de ses bases et appelle tout le monde à cultiver la paix sociale avant de dénoncer les arrestations qu'il juge arbitraires pour protéger les acquis démocratiques. Il y a 2 jours, la Direction générale des impôts et domaines a été victime d'une cyberattaque qui a entraîné la coupure de ses serveurs et
un retour provisoire aux méthodes manuelles. À ce stade, l'étendue des dégâts n'est toujours pas maîtrisée et tout est fait par les services techniques de la Direction générale des impôts et domaines pour sortir de cette situation. Les précisions avec Tialaloum. La direction des impôts et domaines est la cible d'une cyberattaque majeure qui a perturbé le fonctionnement de ses services. L'attaque a commencé il y a plusieurs jours et a paralysé certaines activités. La question que l'on se pose, c'est comment cela a eu lieu. Surtout si l'on sait que les services informatiques de la direction des impôts et domaines doivent être sécurisés. Il s'agit de l'économie nationale et donc de la sécurité de nos deniers. Nos impôts ne doivent pas être en danger à cause d'un système informatique mal protégé. La direction de la police, notamment celle chargée de la cybercriminalité, nous revient-il, a été impliquée dans ce dossier qui mérite enquête, car la direction des impôts et domaines est au cœur de la collecte de nos impôts et taxes et donc une de nos ressources internes et externes. L'attaque a conduit les autorités à couper l'ensemble des serveurs pour limiter les dégâts, ce qui a entraîné le retour temporaire à des méthodes manuelles pour certaines fonctions administratives. Aux dernières nouvelles, les auteurs de l'attaque qui exigent une rançon ont été identifiés. Affaire à suivre. Le commandant de la zone militaire numéro 2 de Saint-Louis a installé son nouveau colonel. Il s'agit du colonel Alioune Samassa. Devant les autorités, ce dernier a tenu un discours rassurant. À Saint-Louis, nous retrouvons Pape Khalil Louba, que nous aurons sûrement dans nos prochaines éditions. Voilà, on me fait signe qu'il est bel et bien présent. Pape Khalil Louba qui revient sur l'installation du nouveau commandant de la zone militaire numéro 2. Il s'agit du colonel Alioune Samassa, correspondance. Le tout nouveau colonel de la zone militaire numéro 2 de Saint-Louis, M. Alioune Samassa, a officiellement pris fonction devant tout le commandement territorial. Il a reçu les honneurs et a décliné sa feuille de route qui rassure les populations. Dès mon arrivée dans la zone, j'ai instruit les différents chefs de corps, développer la culture de la vigilance dans la zone et de privilégier les actions anticipatives, c'est-à-dire la prévention, faire pour être prêt face à n'importe quel adversaire menaçant nos intérêts vitaux, menaçant notre souveraineté et menaçant la tranquillité des populations. Je veux une zone militaire très sereine, mais très prête au combat et qui anticipe surtout. Ce travail, nous ne le ferons pas seuls, nous le ferons en collaboration avec les forces de défense et de sécurité. Et c'est fondamental. Et ce sera un principe doctrinal. Toutes les activités opérationnelles principales se feront avec les FDS, pas seulement les armées, avec tout le monde. Et ça qui permettra d'avoir une cohérence du dispositif et également d'avoir ce qu'on appelle harmoniser l'action sécuritaire dans toute la zone militaire. Le colonel Alioune Samassa promet d'être à la hauteur de ses responsabilités et souhaite une bonne collaboration avec les forces de défense et de sécurité, notamment au niveau des frontières. Pape Khalil Louba, Saint-Louis pour Solo Media Group. Sport sur Africa 7. Et nous nous retrouvons dans ce studio pour nous présenter la page des sports. Alamine Senghor, rebonjour. Nous allons parler d'abord de Pape Thiaw qui va dévoiler la nouvelle liste des Lions du football aujourd'hui. Ce sera donc exactement à 10h que le coach des Lions, Pape Thiaw, va rendre public la liste des joueurs convoqués, bien entendu, pour disputer les 9e et 10e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Mamadou Sarr, le jeune défenseur sénégalais évoluant à Strasbourg alors qu'il a été annoncé ou pressenti parmi les joueurs retenus par Pape Thiaw pour le rassemblement de l'équipe nationale du Sénégal en octobre. Eh bien, Mamadou Sarr est blessé à l'entraînement avec son club Strasbourg. Selon les informations, il y a de fortes chances qu'il soit donc forfait pour ce rassemblement et donc ne soit pas dans la liste de Pape Thiaw, mais on verra justement la réponse d'ici maximum 3h à 10h exact pour découvrir donc la liste de Pape Thiaw. Je rappelle que le Sénégal jouera son dernier ou son avant-dernier match de qualification des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 face au Sud-Soudan. Ce sera le 10 octobre à Juba avant de conclure cette campagne pour la rencontre qui opposera le Sénégal face à la Mauritanie le 14 octobre au stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio. Les Lions, actuels leaders de leur groupe, auront pour objectif, Birahim, de finir en tête et de valider leur ticket pour la Coupe du Monde 2026. Alors, nous parlons de la deuxième journée de la Ligue des Champions. Bouclée hier, le champion en titre, le PSG, a arraché la victoire au Barça. 2-1, c'est le score final que le Paris Saint-Germain donc a défait hier l'équipe de Barcelone. Pourtant, le Barça était à domicile en Espagne.
De l'autre côté, sachez que l'équipe de Dortmund a pris le dessus sur l'Athletic Bilbao 4-1. Match nul entre la Juve et l'équipe de Villarreal, 2 buts partout. Match nul aussi, dirait-on donc, entre Monaco et Manchester City. Monaco qui recevait hier le club anglais de Manchester City de Guardiola. Au niveau donc de France, 2 buts partout avec une prestation XXL du jeune Sénégalais. Il s'agit de Krépin Diatta qui a quand même, il faut le dire, hier encore une fois donc fait un match malgré que ce sont ses débuts au niveau donc de cette compétition, la Ligue des Champions. Krépin Diatta a été donc auteur d'une passe décisive. Je rappelle que de l'autre côté, l'autre jeune Sénégalais qui jouait, il s'agit de Ousseynou Niang avec son club Union de Sainte-Gilloise. Il a été sans justement argument devant Newcastle qui a pris le dessus 4-0. Carab a défait l'équipe de Copenhagen 2-0. Match nul entre le PSV Eindhoven et le Borussia ou le Barça, le Bayern, le Leverkusen, 1 but partout. L'équipe de Napoli a pris le dessus sur Sporting CP, 2-1. C'est donc les résultats hier, Birahim Touré de la Ligue des Champions. Alors, aujourd'hui, place à la soirée de la Ligue Europa Conférence. Alors, quelles sont les affiches? Les affiches, Birahim, d'abord pour la Ligue Europa, c'est donc Roman qui jouera face à Lille, Budapest fera face à Real Betis, FCSB jouera face à l'équipe de Young Boys, Bologna jouera contre Freiburg, Fenerbahçe Nice de l'autre côté. Donc, sachez que Malmö fera face à l'équipe de Vitória, Celtic jouera Sporting Braga. Et oui, des autres matchs ou d'autres affiches vont se jouer à 19h, à l'image bien sûr de l'équipe de Aston Villa qui va donc défier le fer avec Feyenoord. Maccabi Tel Aviv fera face à Dynamo Zagreb. Olympique Lyonnais du jeune Sénégalais Moussa Diakhaté va donc jouer face à l'équipe de Salzbourg. Nottingham Forest, Midtjylland, Celta Vigo jouera face à PAOK et Genk Ferencváros. C'est donc les équipes et les affiches à suivre pour la Ligue européenne, Ligue Europa Conférence Birahim. Vous l'avez dit tout à l'heure, Crystal Palace de Ismaël Sarr fera face à Dynamo Kiev. Des affiches donc vont se jouer de 16h45 à 19h, surtout avec le match Strasbourg du jeune Sénégalais dont je parlais tout à l'heure. Il s'agit de Mamadou Sarr qui fera face à l'équipe de Slovan Bratislava. Et donc des affiches à partir de 19h, toujours dans cette Ligue Europa. Dans justement ce qui concerne l'actualité sportive, Birahim Touré, nous nous intéressons cette fois-ci du football national. Les quarts de finale des phases régionales, l'AS Walidan de la zone numéro 1A de l'ODCAV de Ziguinchor a été éliminé pour cause de violence dans les Navitanes. Cette décision de l'organisme régional de coordination des activités de vacances de Ziguinchor n'a pas plu justement aux dirigeants de l'équipe qui imputent la responsabilité à l'ORCAV de Ziguinchor puisqu'ils ont parlé ou ils n'ont pas choisi les hautes instances du Navetan pour casser cette décision qu'ils jugent injuste. Pascal Bassène, membre de l'ASC Walidan, et Moussa Ndaou se sont prononcés au micro de notre correspondant à Ziguinchor. Bien entendu, Moussa Ndaou, les voici. L'élément semble ne pas être disponible. On nous y reviendra certainement dans nos prochaines éditions. Birahim Touré. En attendant, je rappelle que ce soir... Les Navetans se poursuivent actuellement. Oui, il y a toujours des Navetans qui se poursuivent. À quelques jours de la rentrée des classes. Et il faut dire, hier même, il y avait des matchs au niveau du stade des Parcelles Zasseni, puisque d'abord, je suis passé aux alentours. Et toujours le même constat, les violences qui font que même les riverains du stade, quand il y a match, mais ils sont dans l'angoisse. Je pense que c'est naturel que l'on puisse prendre des responsabilités. D'ailleurs, la ministre du Sport, Khady Diène avait pris des responsabilités sur ça, que les Navetans puissent finir au plus tard début octobre pour justement permettre à cette ouverture des classes. Mais on verra qu'est-ce qui sera justement l'application de cette décision qu'avait annoncé le ministre. Il s'agit de Khady Diène, ministre des Sports et de la Jeunesse. On verra. Et malheureusement, on met l'accent sur le football dans les Navetans, alors que les ASC, ce sont des associations culturelles et sportives, ou sportives et culturelles. Et à l'aspect culturel et surtout à l'origine des Navetans, c'était justement pour qu'il y ait une certaine symbiose entre les différents quartiers, les communes, entre autres. Mais la violence a fait son lit dans ces Navetans, comme c'est le cas par exemple pour cette histoire de concurrents, ce qui est assez dommage. C'est aux autorités de prendre leurs responsabilités, mais les Navetans qui se poursuivent jusqu'à l'entrée ou la rentrée scolaire,
ça pose problème. Je n'ai absolument rien contre le football, contre les Naïtanes, que ce soit clair pour tout le monde. Merci Alamine Senghor. Tu restes avec nous puisque tu vas nous présenter également la une des quotidiens qui nous sont